Eh bien, bonsoir. Merci d'être là, tous, les amis, pour la rencontre avec Marie Vintras. Voilà, on est très, très fiers de recevoir Marie pour son livre Bizarre, qui est un livre formidable que moi j'ai adoré. Un livre magnifique, dans l'écriture, dans l'histoire, tout est bien dans ce livre. D'ailleurs, il y a des lecteurs ici comme ça avec la tête. Donc voilà, c'est validé. Et puis, on est très content, Marie, que vous ayez reçu le prix des libraires, qui est quand même un prix de lecteur, un vrai prix de reconnaissance, je pense, pour un auteur, parce que là, les libraires, je pense que c'est important pour un auteur d'être reconnu par les libraires. Et donc, nous, on a défendu votre livre depuis le début. Voilà, et on est tellement, tellement content de vous avoir ce soir avec nous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous laisse. Je dirais réciproque, je précise. Bon, alors, je renchéris sur Catherine. On est très content parce que d'abord, on avait pensé à cette rencontre depuis longtemps. Ça a été un peu annulé à cause du Covid, mais ça devait coïncider aussi un peu avec les 30 ans de l'Olivier, la maison qui vous publie, et dont, si vous permettez, je me présenterai une ou deux choses, notamment cette petite collection qu'ils ont commencé à faire paraître à l'occasion de leurs 30 ans, qui est, ça s'appelle la bibliothèque de l'Olivier, quelque chose comme ça, et qui est en fait une collection de poches très, très belle, très bien imprimée, très, très agréable, qui reprend disons, leur grand classique, notamment beaucoup d'écrivains américains, je pense, nous nourrir beaucoup, mais aussi des auteurs de l'Olivier, comme, je sais pas, Agnès de Sartre, d'autres, etc. Et aussi une deuxième auteure, qui n'est pas là, qui viendra peut-être un jour, Laurine Tizy, qui vient elle aussi d'avoir un prix, le prix du roman Marie-Claire. Je le signale parce que c'est une primo-romancière aussi, de l'Olivier, et c'est vraiment un livre tout à fait intéressant. C'est vraiment deux beaux talents, deux grands talents qui paraissent en même temps. Donc, dès que vous aurez terminé ce livre bizarre, vous pourrez vous jeter sur les autres. Je dois préciser d'ailleurs que vous avez un deuxième prix, le prix Libre à nous, qui est également un prix de lecteur, un prix de libraire. Donc, voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Et peut-être en deux mots, avant de vous poser une première question, dire le thème du livre qui est tout simplement, ça se passe en Alaska. C'est une femme qui est dehors pendant une tempête dans le blizzard, donc une tempête de neige, de vent, avec un petit garçon. Elle se baisse pour refaire ses lacets et elle le perd de vue, elle ne le trouve pas. Et disons principalement quatre personnages, quatre autochtones, disons, dont on découvrira l'histoire au fur et à mesure, vont se mettre à la recherche de ce petit garçon. Et moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est une question qui est un peu en dehors du livre. Puisque c'est votre premier roman, comment est-ce qu'une romancière, une auteure dont le pseudonyme évoque un grand classique de la littérature française et évoque Jules Vallès, en fait, comment est-ce que vous en arrivez à faire finalement un roman dont l'inspiration nous fait surtout penser à la littérature américaine et parfois, par exemple, j'ai pensé, je ne sais pas s'il est dans vos influences, mais par exemple à La Route de Cormac McCarthy.
Bonsoir déjà. Parce que je me suis beaucoup nourrie de nourriture, pas seulement américaine, mais anglo-saxonne, étrangère, en fait, presque, je suis un peu provocatrice, tout sauf française. Parce que j'ai, au lycée, au collège, évidemment, comme tout le monde, j'ai absorbé les grands classiques français et qui étaient très écrasants pour moi. Je trouvais que c'était de la très grande littérature. À l'époque, on étudiait vraiment les grands auteurs qui étaient très souvent morts. Rarement, je sais que maintenant ça a un peu changé. Et donc c'était inatteignable cette littérature française. Je ne pouvais pas rivaliser avec ça, je ne pouvais pas écrire ça. Et donc après un long passage sans avoir trop lu, parce que j'arrivais pas à écrire, donc je n'arrivais même plus à lire, c'était un peu compliqué. C'est par le biais de mon libraire, parce que les libraires sont fantastiques, on ne cessera jamais de le dire. Par le biais de mon libraire, il m'a passé des livres pas seulement américains. Je me rappelle, le premier livre qu'il m'a passé, c'était Le Cavalier suédois, donc c'était pas un roman américain, mais voilà, il a commencé à me passer des livres un peu en marge. C'est pas un grand bavard, donc il me disait rien, il passait un bouquin. Des Américains, comme McCarthy, mais pas que. Et puis petit à petit, je me suis réapprivoisé la littérature, enfin, je l'ai acceptée à nouveau. Et à force de lire de la littérature anglo-saxonne, notamment canadienne, américaine, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à cette incongruité d'un roman qui était plus facile pour moi de situer en Alaska qu'en France, dans une zone avec Blizzard. Peut-être si ça ne vous ennuie pas, on peut expliquer Vintras, Séverine en fait, quand je me suis mise à la recherche d'un pseudonyme, j'ai un collègue de bureau, je n'avais aucune idée. Il est arrivé un matin, il m'a dit, il y a une femme qui m'a toujours passionnée, qui était le secrétaire particulier de Jules Vallès. Et elle écrivait dans les journaux, c'était la première femme rédactrice en chef d'un journal en France. Première femme grand reporter, c'était une espèce de Florence Aubenas du 19e, elle témoignait inlassablement des conditions de travail. Et elle écrivait sous des tas de pseudonymes, masculins et féminins, dans tous les journaux, de la gauche jusqu'à des journaux antisémites d'ailleurs, parce qu'elle estimait qu'il fallait parler partout de tous les sujets. Et elle avait plein de pseudonymes, bon, notamment, elle s'appelait Caroline Rémy, mais elle écrivait sous la plume de Séverine, et elle a piqué un peu par jeu à Jules Vallès, dont le héros s'appelait Jacques Vintras. Elle s'est appelée, elle, Arthur Vintras. Donc moi, je trouvais assez drôle de continuer cette famille littéraire avec Marie Vintras. Il y aura peut-être un jour quelqu'un qui va rajouter un wagon au train. Mais voilà, c'était une espèce de famille littéraire et puis remettre un peu la lumière sur une femme qui est complètement oubliée maintenant, alors qu'elle a été la première dans plusieurs domaines. On peut dire sur la forme du livre que c'est un roman en quelque sorte à quatre voix, puisque les quatre personnages principaux parlent à tour de rôle, racontent l'histoire de leur point de vue, en tout cas de leur manière, et explorent aussi un peu leur histoire à eux. Comment est-ce que ces voix s'organisent? Parce que est-ce que elles se succèdent? Est-ce que c'est par l'ordre qu'impose la fiction, la narration, ou est-ce qu'il y a des façons de se répondre Non, j'avais l'idée au début, un peu comme un jeu de cartes qu'on bat de manière aléatoire, de les éparpiller un peu. Il fallait qu'ils parlent les uns après les autres, mais pas toujours dans le même ordre. Et puis surtout en essayant de finir chaque chapitre par une espèce d'interrogation ou peut-être une pirouette. Il fallait qu'on ne retombe pas sur ses pieds dans l'immédiat, donc on passe à un autre personnage qui part complètement sur autre chose. Alors il y a des lecteurs que ça a parfois agacé, ils me disent on est perdu au début, mais j'ai envie de leur dire d'abord, on est dans le blizzard, donc on ne sait pas où on va. Et en plus, moi-même, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas encore trop où j'allais. Il a quand même fallu que j'écrive, je pense, une vingtaine, une trentaine de pages pour commencer à me dire, bon, là, il va falloir continuer cette partie de ping-pong, renvoyer les paroles les uns aux autres. Voilà. Ce blizzard, on en reparlera peut-être tout à l'heure de ce titre, mais comme vous le signalez, c'est une tempête, mais c'est aussi, c'est-à-dire une tempête assez aveuglante finalement, c'est un paysage blanc, hein, on ne voit pas devant soi. Est-ce que ça n'est pas aussi pour chacun de ces personnages une tempête intérieure et
ce récit finalement une quête un peu pour chacun d'eux. Oui, à Chambéry ce week-end, il y a une lectrice qui m'a dit que vous auriez pu écrire le titre au pluriel parce qu'il y a le blizzard extérieur et effectivement le blizzard intérieur de chacun des personnages. C'est vrai que j'y ai pas pensé, ça aurait pu être une option, mais effectivement, oui, ils sont à la fois pris dans cet élément contraignant qui est le cinquième personnage qui empêche tout de suite et pris dans leur tempête intérieure. Alors, je vous propose de lire le premier chapitre, donc d'entendre cette première voix, qui est la voix de Bess, la femme qui vient de perdre le garçon. Je l'ai perdu. J'ai lâché sa main pour refaire mes lacets et je l'ai perdu. Je sentais mon pied flotter dans ma chaussure, je n'allais pas tarder à déchausser et ce n'était pas le moment de tomber. Saleté de lacets. J'aurais pourtant juré que j'avais fait un double nœud avant de sortir. Si Bénédicte était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentive. Il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut, à sa manière. Il n'y a qu'une seule manière de faire, à l'entendre. C'est drôle. Des manières de faire, il y en a autant que d'individus sur Terre, mais ça doit le rassurer de penser qu'il sait. Peu importe. J'ai lâché sa main combien de temps ? 1 minute ? Peut-être 2 ? Quand je me suis relevée, il n'était plus là. J'ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher. Je l'ai appelé, j'ai crié autant que j'ai pu, mais seul le souffle du vent m'a répondu. J'avais déjà de la neige plein la bouche et la tête qui tournait. Je l'ai perdu, je ne pourrai jamais rentrer. Il ne comprendrait pas. Il n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui se joue. S'il avait posé les bonnes questions, si j'avais donné les vraies réponses, jamais il ne me l'aurait confié. Il a préféré se taire, entretenir l'illusion, prétendre que j'étais capable de faire ce qu'il me demandait. Au lieu de cela, dans cette terre de désolation qui suinte le malheur, je vais ajouter à sa peine, apporter ma touche personnelle au tableau. Il faut croire que c'est plus fort que moi. Cette perte, on a l'impression qu'elle est... c'est une stupéfaction en même temps. Et le fait de commencer l'incipit, si on peut dire, du livre, c'est je l'ai perdu. Ce thème de la perte va courir vraiment tout le livre. Et ce qui m'a frappé dans ce début, c'est plusieurs choses, mais notamment le fait qu'elle le perde parce qu'elle doit refaire ses lacets. C'est d'ailleurs une scène, enfin, une chose qui arrivera une deuxième fois dans le livre, une scène où elle doit refaire ses lacets. Et finalement, ses lacets se sont défaits, mais elle s'est aussi délacée de l'enfant, d'avec l'enfant. Et voilà, délacée, délaissée, etc. Il y a tout un jeu là-dessus, me semble-t-il. Et voilà, est-ce que ça n'est pas non plus, là encore, un point commun de tous les personnages, d'avoir perdu quelque chose dans leur vie? Oui, il y a l'idée effectivement de la perte. C'est drôle parce que quand je parle quand les gens me disent c'est un livre sur la perte d'un enfant, je dis non, la perte d'un enfant c'est un fil rouge. On reste toujours dans les lacets, les fils. C'est un fil rouge puisque rapidement on oublie presque l'enfant. Mais effectivement, chacun a perdu quelque chose. Perdu parfois simplement ses illusions ou son comme Bénédicte, ou perdu des choses bien plus graves pour Bess et Freeman. Mais oui, c'est la perte et disparu, ce qui n'est plus là, qui est important et qui occupe une place surdimensionnée. Et en même temps, faire et défaire, j'ai l'impression que c'est un peu comme une métaphore du récit, parce que le récit se fait et se défait. Quand vous l'écrivez, évidemment, encore plus, j'imagine, quand vous travaillez sur le manuscrit. Et le fait que tout le monde se jette un peu dans cette quête, ça m'a rappelé une citation qui est pas dans le livre, enfin, c'est une phrase célèbre d'Hölderlin, vous savez, et qui dit « Nous ne sommes rien, ce que nous cherchons est tout ». C'est assez... dans le thème de ce livre. Oui, je voulais aussi souligner autre chose, c'est que ce début de roman est dans
enfin, nous donne plein de pistes. Il est dans l'intrigue, il distille déjà quelques informations, il nous intrigue tout de suite parce qu'on ne sait pas en fait de quoi il s'agit. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais ce qui est génial dans le livre, c'est que vous distillez les informations, mais vraiment au compte-gouttes. Et à chaque chapitre, on se pose de nouvelles questions et ça tient le suspense comme ça jusqu'à la fin du livre. De ce point de vue-là, c'est formidable. Et voilà, donc ce début de roman qui nous renseigne sur sa nature, disons. Voilà. Et une autre chose sur laquelle je voulais vous faire parler, c'est vous employez dans ce début la métaphore des cartes. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas tous les cartes en main. Ils n'ont pas toutes les cartes en main. Et enfin, ça m'a fait penser à tout à fait autre chose qui n'est peut-être pas dans vos influences directes, mais quand même un livre dont tous les chapitres se changent de personnage, où toutes les voix se mêlent et où une seule personne a toutes les cartes en main à la fin et connaît vraiment toute l'histoire. Et ben, il y en a un dans la littérature française, c'est Les Liaisons dangereuses. Je vais le relire. Donc. Et ce livre est une sorte de liaison dangereuse, si on veut aussi, entre les personnages. Bon, bref. Alors, voilà, il y a une chose qui m'a beaucoup intrigué, et j'aimerais bien entendre là-dessus, c'est la question de l'utilisation des temps. Parce que quand on passe d'un chapitre à l'autre, il y a toujours une incertitude de ce point de vue-là, c'est-à-dire à quel moment nous trouvons-nous. Parce que au début, on parle au présent, et puis le personnage, tout d'un coup, passe du présent au passé, se met à faire comme s'il racontait quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, voire même, pour certains, on a l'impression qu'il témoigne de quelque chose. Alors, quelle est la fonction de cette incertitude ? Si je savais. Au moment où on a fait les corrections du manuscrit, il y a le premier correcteur, je regarde Jeanne qui sait. Bon, rapidement, il m'avait fait un très très beau tableau d'ailleurs avec tous les temps utilisés parce que je crois que ça l'avait désespéré. Je partais dans des successions de temps, je ne m'étais pas fixée sur une forme précise. Voilà, c'est vrai que j'ai écrit ce livre sans trop me demander si tout était parfaitement d'équerre par rapport aux règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. C'était un peu quelque chose qui devait sortir. Mais voilà, je voulais commencer chaque chapitre par cette implantation physique dans le blizzard. Ils sont présents, ils racontent les déboires, ils sont dans la mélasse, dans la neige, et très rapidement glisser vers un temps du passé assez flou, pas toujours le même, enfin bref, un temps du passé parce que on n'utilise pas toujours le même temps du passé entre deux récits de personnes, donc chacun utilise celui qui lui parle le plus. Et comme dit mon fils de 14 ans, quand je lui fais réviser ses conjugaisons, il me dit il dit d'accord, c'est simple, parce qu'on peut avoir passé du passé, tout ça. Je lui dis d'accord, c'est du passé, okay. Il y a des formes littéraires de passé, il y a des formes... Donc voilà, c'était pas très très réfléchi, mais en tous les cas, cette bascule du moment présent et clac, on repart en arrière sur le passé et un temps du passé. C'est un élément d'intrigue aussi, parce qu'on se demande... Oui, c'est vraiment... voilà, on perd pied, on est ancré dans le présent, et clac, la bascule se fait vers quelque chose qui est plus erratique au début et qui est assez flou. Alors, d'ailleurs, on va peut-être regarder le chapitre tout à fait juste après, qui est le personnage de Bénédicte, qui est c'est un homme, hein, qui est celui qui garde justement ce garçon avec la jeune femme d'Est qui s'en occupe. Et ce qui est frappant dans ce passage, bon, c'est un tout autre ton que le premier chapitre, mais c'est qu'il commence par le mot rétrospectivement. Et
là encore une question de temps, on a l'impression que c'est quelqu'un qui raconte l'histoire bien après. Je vois toute l'influence d'un professeur de français. Sacrée explication de texte. C'est très bien. Hein, je ne sais pas ce que ça fait de parler devant son ancienne enseignante. Je tremble à C'est chaque fois voilà. parce que je me dis, elle va me tirer les oreilles. Ouais, non, là, c'est plutôt qualitativement, je suis assez. Ah oui, bon. Hein Oui, non, bah, je me poserai la question. Non, rétrospectivement, très franchement, c'est un mot que j'ai hésité à mettre, mais je n'arrive parce que je trouvais que Bénédicte ne se projetait pas nécessairement dans le passé, mais comme au fur et à mesure du livre, il était obligé de se pencher sur ce qui ne va pas et qu'il ne voulait pas voir. Voilà, je vais vous dire tout de suite ce que j'avais derrière la tête. C'est avec cette histoire de temps, c'est que ça faisait écho aussi au fait que c'est la tempête et que la tempête c'est du mauvais temps. Le sifflet, là, il faut enchaîner. Non, c'était très bien, mais c'est extraordinaire justement d'écrire un livre comme ça et d'avoir ensuite des grilles de lecture qu'on n'avait pas sur son propre texte. Donc ça, j'adore, c'est magique. Rétrospectivement, je crois que j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. C'est un peu comme lorsque vous avez la sensation qu'un insecte vous chatouille l'oreille. Vous faites un geste pour vous en débarrasser, et en réalité c'est une alarme, votre alarme interne, réglée au strict minimum. Pas assez forte pour vous faire bondir, mais juste assez pour vous empêcher de dormir tranquillement. Je dormais justement et je me suis réveillée en sursaut. Était-ce un pressentiment ou bien le courant d'air froid qui venait d'en bas? Je ne sais pas. J'étais tellement fatiguée d'avoir passé les derniers jours dans l'excitation, à relever les pièges, à ranger le matériel et à nous préparer avant que n'arrive le mauvais temps. J'ai toujours aimé les tempêtes, surtout le moment juste avant, quand il faut tout protéger, boucher les interstices, rentrer assez de bois pour tenir quelques jours et se faire un espace clos, le plus hermétique possible. Et puis quand la tempête est là, ce claque-muret avec la ciguë qui grésille, une tasse de café brûlant pour se réchauffer les mains, et le feu dans la cheminée qui se rebelle à cause de la neige qui tombe dans le conduit et du vent qui s'y engouffre. J'entends la maison qui craque et qui gémit comme un petit vieux. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me parle, comme elle a peut-être parlé à mes parents et à mes grands-parents avant eux, de génération en génération, jusqu'au premier meilleur qui a décidé de s'installer ici, en terre hostile, et de prétendre qu'il serait plus fort que la nature. La maison est encore debout, et je suis bien au chaud à l'intérieur, protégée par ses murs, comme un diamant dans son écrin. Sauf que je suis tout seul. Quand je suis descendue de l'étage, la porte était grande ouverte, et la neige s'était déjà engouffrée par paquets. Ça m'a énervée. J'ai crié « Bon Dieu, Bess, tu peux pas fermer cette foutue porte, on va tous crever de froid par ta faute !» Mais elle n'a pas répondu. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu que les bottes du petit n'étaient pas là, et que leur veste n'était plus accrochée au porte-manteau. J'ai compris qu'elle était sortie avec lui, alors que même une fille aussi spéciale qu'elle aurait dû savoir qu'on ne sort pas dehors en plein blizzard. Voilà. Deux choses m'intriguent là dans ce passage. D'abord, une qui en dit long sur le personnage, qui est que c'est quelqu'un, il aime les tempêtes, mais pour s'en protéger. C'est pas, il ne sort pas dans la tempête c'est pas Chateaubriand qui veut être pris dans les éléments, c'est pas levez-vous orage désiré, c'est au contraire ce qu'elle feutrait. Et ce chapitre introduit, me semble-t-il, notamment quand il dit on va tous crever par ta faute, Bess, l'un des grands thèmes de ce livre, qui est celui de la culpabilité. En fin de compte, il essaye de la culpabiliser, et si je puis dire, Bess, il la rabaisse. Est-ce que ce thème de la culpabilité, surtout appliqué à un personnage féminin, était quelque chose qui vous tenait? Oui, alors je ne sais pas si Bénédicte, je pense qu'il ne comprend quasiment rien à Bess, parce que probablement il ne comprend pas grand-chose aux femmes. C'est l'idée qu'elle ne sait pas et lui sait. Et en même temps, on voit un peu plus loin qu'il admet qu'il l'a quand même ramené là. C'est quand même lui qui l'a fait venir ici et que c'était une décision que rétrospectivement il trouve un peu folle
Mais effectivement, la culpabilité, c'était le thème, le premier thème que je voulais aborder, qui n'est pas nécessairement le thème qui va sauter aux yeux de tous les lecteurs. Mais je voulais aborder cette culpabilité. Tous les personnages ne culpabilisent pas. Cole, qui aurait des raisons de culpabiliser, ne culpabilise pas. Mais cette idée, effectivement, moi, personnellement, souvent les hommes tiquent quand je dis ça dans la salle. Il me semble que c'est un. D'ailleurs, j'ai une question de français. Est-ce que c'est un sentiment, la culpabilité? Est-ce que c'est un. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît très féminin. Il me semble que les petites filles culpabilisent très vite, les jeunes filles aussi, les femmes aussi, et que c'est quelque chose de très naturel chez les femmes de culpabiliser. Alors que, bon, je connais des hommes qui culpabilisent, mais c'est pas, il semble qu'ils n'ont pas d'attitude aussi prononcée que. Donc, voilà, Bess, est-ce qu'elle est coupable de quelque chose? J'en suis pas certaine. Mais elle a décidé qu'elle l'était, et elle porte son fardeau, elle le trimballe, ça détermine le sens de sa vie et la direction de sa vie. Donc c'était effectivement un thème important. Je ne suis pas sûre que Bess lui en veuille de quelque chose, ou l'estime. Je pense qu'il est convaincu qu'il sait faire et qu'elle ne sait pas faire. C'est aussi peut-être un peu masculin, une façon de raisonner. Mais je vais arrêter dans les stéréotypes. Vous avez raison, et d'ailleurs, ce thème du savoir-faire, ne pas savoir-faire, ça rejoint tout à fait le premier chapitre avec l'histoire des lacets, parce que plus tard, quand elle manque de perdre sa chaussure dans la neige, elle dit bah, je les ai mal faits. Cette histoire de culpabilité, me semble-t-il, elle se manifeste de diverses manières. J'ai fait un petit relevé. D'abord, le fait de mal faire, ce qu'on disait. Il y a aussi cette expression qui revient souvent dans la bouche de plusieurs personnages, notamment Bénédicte, et même d'autres qui ont fait des choses beaucoup plus graves, où il dit j'ai fait une erreur. Alors parfois il dit j'ai fait une erreur, mais bon, ça pourrait être plutôt un crime, quoi. On pourrait considérer que c'est plutôt de cet ordre-là. Il y a aussi, me semble-t-il, le poids de la faute, la mauvaise conscience, le fait d'arriver trop tard, il y a le poids des secrets, par exemple. Ça pèse surtout sur la femme, comme vous l'avez bien expliqué. Et je me demandais si ce paysage d'Alaska, ce paysage dans lequel on ne voit rien pendant la tempête, qui est complètement blanc, est-ce qu'il n'est pas aussi pour les personnages et pour le lecteur comme une page blanche sur laquelle tout est effacé par les éléments et où les personnages vont pouvoir, si ce n'est réécrire autre chose, au moins cacher une certaine partie de leur passé. J'ai une image un peu moins poétique. L'image, pour moi, l'image d'une sorte de bocal, d'un enfermement. Le blizzard rend toute fuite impossible. Il n'y a pas d'échappatoire, on n'a pas d'autre solution que, pour ceux qui sont lancés à la recherche de l'enfant, que d'avancer dans cet élément extérieur qui, de toute façon, limite vos gestes. Donc finalement, luttant contre les éléments marchands, il y a quelque chose qui se déclenche et qui oblige à se replier sur ce qui est à l'intérieur de soi. Et donc c'est un élément déclencheur, en fait, un élément extérieur, contraignant et déclencheur d'une réflexion qui n'aurait peut-être pas eu lieu dans un environnement plus calme. Oui, alors on parlera des autres personnages très bientôt, mais je me suis demandé si cette quête, ça n'était pas d'une certaine façon une quête mystique, ou en tout cas c'est un roman dans lequel il y a une grande part de spiritualité, il y a beaucoup d'allusions, spiritualité pas forcément religieuse, mais enfin, alors moi il me semblait qu'elle était déjà signalée par les noms des personnages, par exemple, évidemment Bénédicte, masculin, mais aussi, comment s'appelle-t-il,
Freeman, qui est quelqu'un de très croyant, qui est un ancien soldat du Vietnam et qui est venu là, on ne sait pas pourquoi, mais enfin il invoque toujours Dieu, etc. Un personnage qui n'est plus là, mais dont on parle souvent, qui s'appelle Magnus, qui est celui qui est un peu le père de tous les autres, quoi. C'est, j'ose pas dire Dieu le Père, mais un peu quand même pour tous les personnages qui sont là. Ils lui doivent tous quelque chose. Et un autre personnage dont on apprendra qu'il a disparu au cours du roman, qui est Thomas, qui est en fait le frère de Bénédicte. Et Thomas, évidemment, c'est celui qui remet en doute la résurrection, c'est celui qui a des doutes sur sa foi, quoi, disons, hein, Saint Thomas. Donc il y a tout cet univers-là, et le blizzard, Magnus dit à un moment, il faut laisser les lumières des maisons allumées, parce que quand il y a le blizzard, quand on ne voit plus rien, qu'on est perdu, eh ben, il reste une lumière dans la nuit. Alors, est-ce que ça ne fait pas un peu image avec cette quête quête mystique? Je pense que dans mon esprit, ce lieu qui est quand même improbable, pourquoi ils ont atterri au fond de l'Alaska et pourquoi on vit dans ce... C'est un peu l'idée du bout de la route. Du bout de la route, il faut que quelque chose se passe ou ils en mourront. Et donc, il y a effectivement une recherche de quelque chose qui pourrait sauver ou de quelque chose auquel se raccrocher. Alors, chez Bénédicte, c'est effectivement cette croyance aveugle dans ce père qui savait tout et dont il pensait qu'il avait dessiné le paysage et qu'il... Freeman se raccroche à sa foi après avoir une violente crise de foi, si j'ose dire, avoir perdu foi en Dieu et la foi revient. Donc finalement, ces êtres perdus se raccrochent à des symboles, se raccrochent à des choses qui leur permettent, enfin, le croit-il, de ne pas perdre totalement pied. Mais je n'avais pas pensé au mot mystique et mysticisme. C'est curieux parce que ça revient plusieurs fois dans le livre, mais là j'en ai une illustration, notamment puisque au cours de cette quête, finalement, où chacun l'amène un peu à sa manière, c'est aussi souvent un affrontement entre le mal et le bien, ou la tentation et la retenue, si je puis dire. Et il y a un personnage qui n'est pas très plaisant, qui est un vieil ivrogne qui s'appelle Cole, et dont je vous propose de lire un des chapitres, parce que là encore, vous verrez d'ailleurs, c'est un chapitre assez amusant, d'une certaine façon. Sa façon de parler est vraiment tout à fait différente et laisse presque présager de pire. Pourquoi est-ce que je continue à avancer dans cette mélasse? C'est pas ma famille, j'en ai pas. Pour que les gens comprennent, oui. Cole est en train de chercher dans la... Il est parti à la recherche de l'enfant, pas très envie de se jeter dans le blizzard, donc il traîne les pieds au sens propre et figuré, et c'est effectivement pas un type très sympathique, vous allez voir. Pourquoi est-ce que je continue à avancer dans cette mélasse? C'est pas ma famille, j'en ai pas et j'en suis bien content. J'ai jamais eu envie de m'encombrer d'une bonne femme. Et comme il en faut une pour faire des gosses, j'en ai pas eu. Les bonnes femmes, c'est que des ennuis. Elles sont jamais contentes. À croire que le bon Dieu les a créées imparfaites pour nous faire tourner en bourrique. Maintenant, en plus, elles veulent tout comme les hommes. Le travail, le salaire, les mêmes droits, comme si elles voyaient pas la différence. Pourtant, ça saute aux yeux qu'elles sont pas faites comme nous. Elles sont faibles et géniardes. Elles savent pas ce que c'est que la vraie camaraderie des hommes entre eux. Clifford a entendu des touristes raconter que dans certains pays d'Europe, elles ne voulaient plus qu'on les appelle mademoiselle, mais madame. Pour qu'elles soient pas traitées différemment des femmes mariées. Ça nous a bien fait rigoler.
Elles sont donc aussi cinglées là-bas qu'ici. Mariée ou pas mariée, une femme, c'est qu'une source de problème. La seule différence, c'est que dans le premier cas, il y a au moins un mari pour leur rappeler dans quel ordre Dieu a créé l'homme et la femme. Je parle d'un vrai homme, pas de ces beatniks qui ont besoin de causer de leurs émotions, ou pire, qui disent que la femme serait l'égale de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je sais plus trop dans quelle catégorie situer Bénédicte maintenant, alors que je le connais depuis tout petit. Son père m'a donné ma chance en m'acceptant pour l'aider dans les travaux, alors que j'étais pas d'ici, et qu'avec la fermeture de la Syrie à court terme, il savait qu'il n'y aurait plus grand-chose à faire après. Il m'a pas menti, il m'a annoncé la couleur tout de suite. Du boulot difficile et ingrat, pas une grosse paie, aucune perspective. Je suis restée quand même, y compris quand les dernières machines ont cessé de tourner, quand on les a démontées pour qu'elles partent ailleurs, dans une autre forêt, quand le dernier gars est parti et que les mauvaises herbes ont commencé à envahir les baraquements. J'avais nulle part où aller, mais presque tout à disposition sous la main. Il suffisait de rester à côté de Magnus. Même son ombre vous aurait appris quelque chose. Avec un père comme celui-là, Bénédicte a grandi comme un vrai homme. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec cette furie en jupon, c'est à peine si je le reconnais aujourd'hui. Il se comporte comme un demeuré. Il la regarde pas dans les yeux, il tape pas du poing sur la table, il la laisse faire ses simagrées en dansant dans le salon avec sa musique de fou comme si elle était possédée. Et voilà que maintenant, il est parti à sa recherche. Alors que tout ce qu'il lui faudrait à cette mijaurée, c'est un bon coup de fusil dans les mollets pour qu'elle arrête de gigoter comme un diable. Si on la retrouve vivante, pas sûr que je puisse empêcher le coup de partir. Bénédicte se trouvera une autre bonne femme pour s'occuper du petit, et avec un peu de chance, elle saura où est sa place. Bon, et pour la petite histoire, c'est paradoxalement des pages assez rigolotes à écrire. C'est assez... Voilà. Parce que là, on peut raconter n'importe quoi, c'est aux antipodes de ce que je suis. On comprend. Et d'ailleurs, cet affrontement entre le mal et le bien, bon, lui, on devine un peu de quel côté il est. Un peu plus tard dans le roman, il dit, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. On peut faire ce qu'on veut puisque Magnus n'est plus là. Et Magnus, dont je disais tout à l'heure que c'était un peu leur père à tous, c'est peut-être leur, disons, leur surmoi, quoi, si on veut. En vous écoutant lire, je me suis dit, mais oui, Magnus, il avait, je reviens à mon idée de tout à l'heure, il avait une scierie, c'est un charpentier. Voilà. Et autre chose qui est assez drôle d'ailleurs à propos de ce personnage et d'un autre, alors qui est encore plus noir que lui, qui n'intervient pas dans le livre, mais dont on nous parle, quoi, qui s'appelle Clifford. Clifford, qui est une sorte de diable qui est plutôt du côté de la mort, quoi, qui est porteur de mort, arrive dans le récit par Cole, auquel il a vendu de l'eau de vie. Toujours dans cette opposition. Et pourquoi est-ce que je voulais en arriver là? Oui. Parce que à la fin du livre, vous avez une expression, vous les appelez les deux larrons. Bon, enfin, voilà, c'était pour vous signaler tout ce vocabulaire qui m'a fait penser à cette histoire un peu de spiritualité, etc. Bon, il y a un autre thème, enfin, un des personnages principaux de ce livre, c'est la nature. Et le rapport de l'homme avec la nature, j'aimerais bien que vous en disiez deux mots, puisqu'en fait, la première question qu'on se pose, c'est, enfin, que pose un des personnages, c'est bien, c'est une folie de croire que l'homme peut rivaliser, de dominer la nature. Quand il y a du blizzard, c'est le blizzard qui commande. Oui, mais même plus généralement, le paradoxe, c'est que j'ai réalisé après que je ne suis jamais allée en Alaska, mais je me suis fait la réflexion que, en fait, je suis allée il y a une douzaine d'années, 20 ans, oh là là, 20 ans, dans le désert d'Atacama au nord du Chili, qui est le désert le plus aride du monde. Il ne pleut pas du tout. C'est une zone complètement impropre à la vie, en tous les cas humaine. Il y a assez peu d'espèces animales d'ailleurs qui y vivent. Et quand j'y suis arrivée, on venait de retrouver la voiture et le cadavre d'un touriste hollandais qui était parti en voiture sans prévenir personne, qui est tombé en panne. Et jamais personne ne passe, il n'y a pas de réseau, donc il est mort dans sa voiture et personne ne l'a trouvé.
Et à l'époque, et je pense que ça, voilà, c'est quelque chose dont j'ai voulu, que j'ai voulu reprendre dans le livre. À l'époque, en traversant ce désert en voiture, puisqu'on était venu nous chercher, on m'était dit, mais pourquoi est-ce que l'homme est arrogant au point de croire qu'il va pouvoir s'installer dans une zone dépourvue d'eau, installer des maisons, des hôtels, voire même des piscines. Et ça paraît complètement fou. Et en fait, c'est pas tellement la sortie dans le blizzard qui paraît le plus fou, enfin qui me paraît le plus fou, c'est le fait qu'on puisse aller vivre dans un coin aussi reculé, euh, parce que l'homme pense qu'il a sa place partout et qu'il va pouvoir s'installer partout, couper les arbres, polluer l'eau. Donc voilà, c'est pas un roman à visée écologique mais c'est quelque chose qui me frappe. C'est-à-dire, pour moi, ça n'a aucun sens. Pour Bess, ça n'a aucun sens. Pour Bénédicte, c'est parfaitement Bénédicte ou Clifford, où est le problème? Mais pour moi, il y a vraiment une anomalie qui ne tient pas tant au bizarre qu'aux conditions extrêmes de vie. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est l'enfant lui-même ne peut pas. Bénédicte en parle à un moment donné. Il ne va pas pouvoir rester là tout le temps. Il va falloir. La vie est ailleurs, la scolarisation est ailleurs. Donc il y a quelque chose d'artificiel à rester là, avec un hameau, 3-4 maisons. Les éléments, c'est aussi, c'est à la fois quelque chose qu'il faut affronter, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, parce que par exemple, Bénédicte Bess dans sa quête là dans la neige, à un moment, quand elle est vraiment épuisée, elle s'appuie sur une roche. Les éléments sont aussi là pour l'aider. Et est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi, semble-t-il, à un moment, que la nature, le seul vrai rapport de l'homme avec la nature, c'est d'arriver d'être en harmonie avec la nature, parce qu'en fait, c'est enfin l'instinct commande de l'écouter quoi, et de suivre par exemple le rythme des saisons. Et ça, c'est vraiment l'enseignement de Magnus à son fils, mais les deux frères, Bénédicte et Thomas qui ne parle pas, mais qui est là, les deux frères ont le même enseignement sur le rapport à la nature et n'en tirent pas les mêmes. Là où Thomas va être particulièrement sensibilisé à la nature et à la manière dont elle est traitée et à ce qu'on lui fait subir, Bénédicte reste dans un schéma de vie dans la nature, mais pas tellement avec la nature finalement, pas dans ce souci de respect de la nature. Donc c'était voilà, j'avais envie dans une fratrie si petite qui n'est composée que de deux frères, montrer deux chemins qui s'éloignent radicalement, puisqu'il y en a un qui part totalement. Et ce rapport à la nature, est-ce qu'il n'est pas figuré, surtout dans cet univers américain, un livre qui compte beaucoup dans la culture américaine et que vous citez parce que le petit a toujours ce livre sous le bras, c'est un livre qu'il a hérité justement de Thomas, et c'est Walden. Qui en France évidemment publié, traduit, et qui a l'air aux États-Unis d'être le Graal, parce qu'on va reprendre les comparaisons, des références, qui est un Graal voilà, de ce livre de retour à la nature, de vie en communion avec la nature. Donc voilà, c'était une référence. Dans cette référence, pour moi, qui est mon livre à la littérature américaine, j'ai glissé un petit hommage. C'est un livre qui date du milieu du 19e siècle, mais qui d'ailleurs, j'ai vu que récemment, encore cette année, l'année dernière, enfin il y a très peu de temps, ils ont refait une nouvelle traduction. Voilà, et il y a un chapitre, d'ailleurs, je ne sais pas si on aura le temps de le lire, mais un chapitre où Bess évoque son enfance et elle raconte qu'elle vient tout à fait un autre endroit, qu'elle vient de la Californie, qu'elle vient de la côte ouest, elle parle du soleil de son enfance, du grand de la plage, etc. Et je me demandais si
le décalage qu'elle a par rapport aux autres personnages, si ça n'était pas parce qu'elle venait d'un autre climat, et que c'est pour ça que les autres disent toujours d'elle qu'elle est bizarre. Et quand on dit qu'elle est bizarre, évidemment, on entend blizzard. Oui, elle est complètement, c'est une anomalie visuelle dans ce paysage-là, mais l'enfant aussi finalement. Donc, c'est une anomalie. Est-ce qu'elle est inadaptée parce qu'elle vient d'un autre climat? Je crois que tout est avant n'arrive cet événement dans sa vie. Elle vient elle d'une structure familiale classique, bienveillante, j'ai tenté de dire normale, jusqu'à ce que ça dérape. Elle, ce qui lui saute aux yeux, c'est toute la normalité de cette. Elle n'a pas connu les parents de Bénédicte, mais voilà, on voit bien qu'il y a un poids disproportionné. C'est la statue du commandeur, le père de. Et puis ces générations de types qui se sont installés là. Ils débarquent sur la côte Est, traversent tous les États-Unis, vont s'installer là. C'est toute l'histoire de l'Amérique. L'histoire de ces colons qui sont allés le plus loin possible. Mais elle n'est pas dupe de cette espèce de légende, de cette histoire. Moi, je crois particulièrement à la dangerosité des mythes familiaux et de tout ce qui est monté en épingle, tout ce qui devient mystifié, extrêmement dangereux. Alors, est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est son histoire personnelle qui fait qu'elle n'est pas dupe et qu'elle voit ce qui ne va pas? Oui, d'accord. Et il faut préciser également que là, on ne dévoile rien de tout le suspense du livre pour ne pas vous gâcher le plaisir, mais on sort un peu sur quelques thèmes comme ça, mais à chaque fois, à chaque page, il y a des petites révélations, des moments d'intrigue qui sont tout à fait passionnants, qui relancent à chaque fois notre curiosité. J'aimerais qu'on s'achemine doucement, enfin qu'on termine en tout cas par ce qui est peut-être le grand thème du livre, ou un des deux grands thèmes du livre, qui est celle, puisqu'on parlait de l'enfant à l'instant, qui est la paternité, tout simplement. Puisque cet enfant, on se demande d'abord de qui il est l'enfant, hein, puisqu'on comprend assez vite que Bénédicte, c'est quelqu'un qui l'a récupéré, qui le garde, que Bess, c'est quelqu'un qui est là pour l'aider à faire son éducation, en quelque sorte. C'est un enfant très doué, mais c'est un enfant, d'abord, qui ne parle pas dans le livre, et aussi qui n'est pas nommé, en tout cas pendant très longtemps. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas nommé? J'ai jamais eu l'intention de le faire parler parce qu'il est, l'enjeu du livre en réalité. Il me semble que entre ces quatre adultes qui sont abîmés par la vie ou qui se trimballent des disparus, qui se trimballent des secrets, l'enfant, lui, c'est tout l'enjeu. Il est encore innocent, il est encore pur, il n'a pas encore basculé ce côté du bien ou du mal, mais enfin, ce côté. Et donc, je voulais pas le faire parler parce qu'il n'a pas, finalement pas son mot à dire. Et je suis en train d'oublier ta question de départ. Sur pourquoi il n'est pas nommé conseil. Oui, alors il n'est pas nommé, oui, parce que voilà, j'aime bien aussi que les petits cailloux soient semés et que tout ne soit pas tout cru, livré tout cru au lecteur. Non, il y avait une autre question qui j'en sais rien, mais enfin, pour la question de la paternité, on peut dire que aussi, c'était la paternité. Ça pose la question de quelle est la différence finalement entre l'héritage et la transmission. Et avant cette question de l'héritage de la transmission, oui, c'est la paternité au sens large. Finalement, il y a des pères qui fuient dans le livre, des pères qui assument, des pères qui écrasent parce que leur poids ou leur stature est inatteignable. Donc, effectivement, des profils de pères qui sont. Très franchement, j'avais pas du tout eu conscience d'avoir mis autant de pères dans le livre. C'est quelque chose qui m'est arrivé un peu en boomerang après les premières rencontres. On vient me parler de paternité
Et au début, je me suis dit non, je n'ai pas parlé de paternité. Et puis un matin, je me suis réveillée et j'ai compté sur les mains. Et je me suis dit, aïe, en fait, ce livre est rempli de pères. Il y a beaucoup de pères. Il y a beaucoup de pères. Et des pères rarement à la hauteur de peut-être de ce qu'ils pensaient qu'on attendait d'un père. Et effectivement, toute la question dans cette structure familiale qui n'en est peut-être pas une, on va garder le secret, oui, il peut y avoir de la transmission sans paternité, il peut y avoir une absence de transmission malgré la paternité. Et cet enfant, finalement, voilà, je pense moi intimement que peut-être pour l'avoir vu, parfois ça ne passe pas par les liens du sang et pourtant il y a une vraie transmission de quelqu'un qui fait office de père avec un enfant. Il y a d'ailleurs d'autres, comme on le disait très bien, d'autres pères qui sont évoqués, et notamment, on peut le dire parce que c'est pas un élément de suspense, disons, mais il y a un des personnages qui, dans son passé, a été amené à tuer son fils. Or, ce fils était devenu quelqu'un d'incontrôlable, était fini, étant revenu de la guerre, étant devenu une sorte de dealer, enfin un personnage absolument très violent, etc., et qui se faisait appeler Magic. Et alors Magic, évidemment, le père qui tue un fils qui s'appelle Magic, ça m'a fait penser à autre chose, parce que Magic, évidemment, c'est le magicien, mais le magicien, c'est aussi Wizard. Mais le magicien dans le sens le sorcier. Alors, Blizzard, Wizard, il y a là aussi une familiarité. Vous allez très très loin dans les analyses de texte, je n'arrive pas à suivre. Je pensais que vous aviez choisi ce titre pour ça. Non, c'était parce que plus simplement quand j'étais enfant, j'avais bizarre de Roald Dahl. Et le mot bizarre me plaisait beaucoup. Et d'ailleurs, quand je montre le livre à un enfant, il ne voit pas Blizzard, il lit bizarre. Et donc je me dis, c'est pas totalement, voilà, ça. Les deux me conviennent, oui. Oui, on peut parler aussi donc du personnage, donc Thomas, qui est la cause en fait la cause indirecte de toute cette histoire, qui se caractérise lui par son refus d'être père. Et son, je vais encore faire un jeu de mots, vous allez hurler, mais c'est dans le texte. Ce refus d'être père, c'est sa faille. Pourquoi est-ce sa faille? Parce que, en fait, la mère du garçon est une femme qui habite à New York, enfin qui apparaît un peu dans le livre, et qui s'appelle Faye, comme, mettons, Faye de Noé, par exemple. Et cette faille, finalement, est-ce que c'est... Enfin, plutôt, est-ce que l'enfant n'est pas le lieu de la faille, quoi? Est-ce que On parle dans la psychanalyse. Si ça vous inspire. Non, mais c'est fascinant parce que voilà, il est sorti en août et là, vous sortez des choses dont personne ne m'avait parlé jusqu'ici, donc je sens que je n'avais pas fini d'étudier. Bon. Pour tout vous dire, quand j'ai fini d'écrire Blizzard, je me suis dit, je pourrais peut-être écrire l'histoire de Thomas. Parce que Thomas, cette espèce de personnage qui fuit, y compris à des moments où un homme n'est pas censé fuir normalement. On ne sait pas pourquoi il fuit, on ne sait pas, oui, si sa faille, c'est la mère de l'enfant, si l'enfant lui-même symbolise un danger tel qu'il est absolument insoutenable. Voilà, je ne suis pas sûre d'écrire ce roman, mais effectivement, il y avait moi-même en écrivant Blizzard, je me disais, voilà, moi-même, je n'ai pas... Il y a des questions qui sont sans réponse sur mon propre personnage. C'est-à-dire, je peux avoir une lecture immédiate de premier plan sur pourquoi il est parti, mais après, voilà, qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce personnage? En tout cas, je reste un instant sur cette histoire de faille parce que ça m'intéresse. Mais vous ne citez qu'une seule fois dans le livre son nom complet. Parce que Faye, c'est une femme qui recueille en quelque sorte Thomas pendant sa fuite. Et son nom de famille, c'est Berger, c'est Faye Berger. Et c'est pardon, enfin, c'est le berger qui recueille la brebis égarée, quoi. Oui, je voulais surtout, j'étais surtout partie sur l'idée qui a un peu permis de saupoudrer les quelques noms dans le livre. L'idée, je pense que je suis beaucoup plus terre à terre finalement. Non, de cette Amérique qui est constituée de migrants, de fils de migrants avec des noms, le nom de Bess, le nom de Faye. Donc, est-ce que inconsciemment, le berger est arrivé c'est tout à fait possible qu'il y ait eu il y a eu des tas de trucs inconscients dans l'écriture de ce livre. Alors, est-ce que je vais vous poser des tas de questions cette nuit, ça va être terrible. C'est possible, oui. C'est possible qu'elle ait été le refuge, qu'elle ait été finalement, à part Bess, c'est la seule qui ait eu connaissance de. Non, d'ailleurs, elle n'a même pas connaissance du secret de Thomas. Non, elle est berger. D'ailleurs, j'ai une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand on parlait un peu de spiritualité, etc., c'est qu'il y a différents personnages, notamment par exemple la mère de Bess ou la femme de Freeman, enfin bref, qui sortent enfin qui ont des phrases qui sont des principes un peu religieux. Par exemple, la mère de Bess dit les méchants meurent dans la douleur. Donc Martha dit à chaque mauvaise action correspond un miracle. On répond à un miracle. Or, pour revenir à cette histoire de faille, il y a une autre faille qui est très importante dans le livre, c'est que c'est une faille rocheuse pour le coup, dans laquelle les méchants vont choir Nicolas. à la fin. Non, mais ça c'est pas un détail. Ça. Vont choir à la fin, mais vont choir comme la terre s'ouvre sous Don Juan, quoi, en fait, qui est précipité au enfer. Est-ce qu'il y a aussi peut-être ce sens-là? Peut-être. Oui, j'avais envie de cette disparition. C'est drôle, ce week-end à Chambéry, un lecteur, ils sont en montagne, il me dit, mais les morts remontent toujours. Et les morts remontent toujours, et votre call, ça y est, je suis en train de lâcher complètement un truc, bon, voilà, il ressortira un jour. Je dis ça, c'est pas mon problème, est-ce qu'on le cherchera d'ailleurs, est-ce qu'on le cherchera? Mais la faille, oui, cette idée de disparition et d'aspiration dans un trou, en fait, disparaissent à la vue des autres. Et c'est quelque chose, finalement, on va rejoindre le prestidigitateur, le magicien de Vegas. Bess, à un moment donné, dit je voudrais recouvrir l'enfant d'un drap et le faire disparaître. Voilà, cette idée de disparition du problème, disparition de. C'est plus de la magie, finalement, que du mysticisme. Et enfin, pour terminer, peut-être conclure avant des questions, d'autres interventions, je me demandais quelle était finalement la leçon, la conclusion de cette histoire. Moi, j'ai l'impression que ce garçon dont les gens qui le cherchent et lui-même forment finalement une sorte de famille recomposée, si on veut. Si ce n'était pas justement la nature des pères, la leçon de ce livre, si ça n'était pas finalement la rédemption par rapport à toutes les choses qu'ils se reprochaient les uns les autres, l'éthique qui est celle dictée par le rapport avec la nature,
et finalement, tout simplement, l'amour. L'amour, et puis je crois surtout revenir à la vie, en fait. Parce que, à force de porter le poids de leur mort et de leur disparu, ils ne vivent pas. La vie est en suspension. Quand je dis c'est le bout du chemin, il doit se passer quelque chose où on en mourra. Voilà, je pense que je voulais, à la fin du livre, les ramener, le soleil réapparaît, les ramener vers la lumière, vers la vie, vers quelque chose de plus normal, les ramener d'entre les ténèbres, si on veut chercher un peu. Finalement, d'ailleurs, dans mes références, c'était plutôt la mythologie qui, moi, m'a vraiment extrêmement été très importante quand j'étais adolescente. C'était vraiment la mythologie. Je veux dire que je viens d'une famille athée, donc il y avait peu de références religieuses, quelques références religieuses, mais peu de références religieuses. Mais la mythologie, c'était vraiment, voilà, il y avait tellement de choses à apprendre de la mythologie, donc vraiment, c'était voilà, ressortir des ténèbres en se tenant par la main et ressortir des enfers, remonter des enfers. Bon, bah, écoutez, ça me paraît très bien, je vous remercie. Est-ce qu'on a du temps pour peut-être garder un peu de temps pour quelques questions ou alors signer quelques livres peut-être, Est-ce qu'il y a des questions parmi les gens qui ont lu le livre? Je sais que les lecteurs du livre. Moi, je n'ai pas lu votre livre, mais la discussion me fait penser à un cinéaste comme Antonioni. Je ne sais pas si vous avez des liens avec le cinéma et si vous influence. Mais je pensais notamment à un film qui s'appelait Identification d'une femme, où il se perdait dans le brouillard au milieu du film. Et en fait, cet univers-là m'a fait penser au vôtre. Alors, je n'ai pas vu ce film. Je ne me souviens pas bien du film, donc je ne peux pas très bien vous en parler là, mais enfin, l'univers en général d'Antonioni, j'ai retrouvé un peu dans cette discussion. Voilà. J'essaierai de le voir. Est-ce que on s'arrête là? On vous remercie, on vous applaudit. Merci.